Avant de commencer, je voudrais aussi remercier Marie-Pierre Crook d'avoir traduit ma conférence de l'anglais et je m'excuse par avance de mon accent et de ma prononciation. J'espère que vous pourrez me suivre assez facilement et que ma présentation vaudra la peine de le faire. D'accord. À quoi ressemble la justice? Quelle est son esthétique? Cela peut paraître une singulière question, mais je crois que la tragédie, avec sa dramatisation spectaculaire de la souffrance, nous invite à nous la poser. Les coupes d'Euripide offrent deux conceptions rivales de la justice. La justice comme équité ou rétribution et la justice comme spectacle, propre à susciter la pitié. La tension entre ces deux conceptions, que je nommerai justice légale et justice tragique, sera au cœur de ma conférence aujourd'hui, qui suggère que la beauté de la tragédie et la réponse émotionnelle qu'elle suscite relèvent autant de l'éthique que de la poétique, et que le problème de la justice est intimement lié à l'esthétique de la pièce. En termes d'esthétique, L'Écube est une pièce affreuse, parsemée de quelques beaux moments. Sa laideur est à la fois structurelle et éthique, une intrigue maladroite, voire inepte, et un monde corrompu et violent où presque tous les personnages sont moralement répugnants. La pièce se déroule dans la période trouble qui suit la guerre de Troie. Les Grecs, en compagnie de leurs captifs troyens, font halte en Thrace, prisonniers devant Averse. C'est là qu'Écube apprend d'abord que sa fille Polyxène sera sacrifiée sur la tombe d'Achille, ensuite que Polydore, le seul de ses 50 fils à avoir survécu à la guerre, du moins le croyait-elle, a été assassiné par le roi de Thrace, Polymestor. Il lui avait été confié, de même qu'une somme en or, pour qu'il soit préservé devant la guerre. Après la chute de Troie, ce loyal Xénos avait volé l'or, tué l'enfant et jeté sa dépouille à la mer. La pièce se divise en deux parties distinctes. Le sacrifice de Polyxène et la lamentation d'Écube pour sa fille, et la découverte du corps de Polydore et la vengeance brutale d'Écube. Cette intrigue double a fait l'objet de nombreuses critiques et la pièce a souvent été considérée comme un échec au plan esthétique. Si on ajoute à cela la corruption des Grecs et de leurs chefs, la barbarie de Polymestor et la violence vengeresse d'Écube, on pourrait être tenté d'accorder à Anne Michelini que, je cite, « la laideur, to aiskron, est la devise d'Écube ». La beauté de la pièce, dans la mesure où les critiques sont prêts à lui en reconnaître une, réside dans ses lamentations. Celle du cœur des captifs troyens sur leur triste sort, celle d'Écube sur le noble sacrifice de soi consenti par sa fille. La relation entre la laideur de la pièce et sa beauté n'est cependant pas simplement esthétique. En fait, elle est indissociable d'un imaginaire de l'éthique et de la justice. Au milieu de la pièce, Écube découvre le corps mutilé de son fils Polydore, tué brutalement par Polymestor. Écube supplie Agamemnon de l'aider à venger ce meurtre. Regardez exemplaire numéro 1. « Moi, je suis serve et sans force, sans doute. Mais la force, elle est chez les dieux et dans la loi qui les domine. C'est en vertu de cette loi que nous croyons aux dieux
et que nous avons, dans la conduite de nos vies, le discernement du bien et du mal. Cette loi, c'est toi qui en as reçu maintenant le soin. Et si elle est bafouée, s'il n'y a point de châtiment pour ceux qui tuent leurs hôtes, il n'y a plus trace d'équité dans les choses d'ici-bas. Ce serait une honte pour soi ton bien. Fais-toi scrupule de me repousser et aie pitié de moi. Prends un peu de recul pour bien te peindre ce qu'il en est de moi et embrasser de regard mes malheurs. J'étais reine et je suis à présent ton esclave. J'étais bénie en mes enfants et à l'heure où je suis une vieille femme, je n'ai plus d'enfants, plus de patrie, et suis vouée par cette solitude à la pire détresse qui puisse être ici-bas. Dans ce passage, Écoube fait deux appels à la justice. Le premier est adressé à Nomos. Étroitement associée au pouvoir des dieux, cette loi universelle est au fondement de la dike. Elle est le critère par lequel les mortels distinguent ce qui est juste de ce qui est injuste et qui règle leur conduite. Ce nomos comprend à la fois les préceptes abstraits et universels de la xénia et la pratique juridique concrète, la punition de ceux qui assassinent leurs hôtes. Finalement, elle est associée à to ison, uk estin uden tonen anthropois ison. Cet appel à to ison évoque le principe démocratique de l'isonomia et l'idéal esthétique autant que politique de dike comme principe d'équité qui sous-tend la justice rétributive. Le second appel d'Écoube évoque un autre mode de justice. Elle cherche à susciter la pitié d'Agamemnon au moyen d'une image artistique qui représente Agamemnon comme peintre et elle-même comme spectacle de la souffrance. Ce spectacle, malgré le regard pictural d'Agamemnon, est en fait surtout théâtral, car ce qu'elle veut lui faire voir est précisément la péripétie tragique que la pièce met en scène. Autrefois reine, Écoube est désormais esclave. La pièce nous demande, comme Écoube le fait avec Agamemnon, de contempler l'étendue de sa souffrance et d'éprouver de la pitié pour elle. Cet appel exige donc une réaction qui est à la fois esthétique et émotionnelle, mais aussi éthique, car, ainsi que David Constant et d'autres l'ont montré, la pitié était pour les Grecs une émotion discriminante, réservée à une souffrance imméritée. Ainsi, la pitié est intimement liée à la question de la justice. En demandant à Agamemnon de le regarder avec pitié, Écoube lui demande de juger qu'elle a souffert une injustice et de l'aider à réparer cette injustice. Le double appel d'Écoube reprend à son compte la structure notoirement double de la pièce. Son premier appel, fait à la dike entendu comme nomos universel, évoque l'intrigue du meurtre de Polydore et de la vengeance d'Écoube. Cette histoire confère sa structure à l'ensemble de la pièce, qui s'ouvre sur l'apparition du fantôme de Polydore, révélant le meurtre, et qui atteint sa péripétie tragique avec l'anagnoresis d'Écoube devant le corps de son fils et sa vengeance subséquente. Elle aveugle Polymestor et tue ses deux fils. La pièce se clôt sur la scène d'un procès au cours duquel Agamemnon la quitte. Cette intrigue du crime et du châtiment, qui prend le dessus dans la seconde moitié de la pièce, est explicitement énoncée en termes de la justice. Où est la justice, dike, entre Zénoï, s'écrie Écoube, alors qu'elle se lamente sur le corps de son fils. Le crime de Polymnestor est une adikia dont il doit payer le prix, diken dunai. La loi et la vengeance,
si souvent opposés dans la pensée tragique, sont ici alignés. La rétribution équitable, rend la dike pour l'adikia, est présentée comme l'essence de la justice et comme le fondement d'un verdict juste, dikaios, d'Agamemnon. Si le premier appel d'Hécube répond à l'intrigue de la justice rétributive qui occupe la seconde moitié de la pièce, son second appel à Agamemnon en tant que peintre de ses malheurs rappelle comme un chiasme la première moitié de la tragédie, dominée cette fois par la souffrance d'Hécube et par la pitié qu'elle suscite. Dans le premier épisode, on annonce à Hécube que l'armée grecque a voté le sacrifice de sa fille Polyxène au fantôme d'Achille. La scène du sacrifice de Polyxène, de même que la tentative désespérée d'Hécube pour l'empêcher et la lamentation pathétique qui s'ensuit, joue en détail la dynamique du second appel d'Hécube. Présenté dans des termes artistiques et autoréférentiels, ce spectacle dramatique de la souffrance féminine sollicite la pitié des spectateurs et, à travers cette pitié, il exige un verdict condamnant l'injustice de ce sacrifice et, de façon plus générale, l'injustice qui entoure la souffrance féminine. C'est ce qu'on pourrait appeler la justice tragique, un appel à la justice enraciné dans une poétique de la lamentation propre au genre tragique. Dans le spectacle de la souffrance, dans ses chants de lamentation et dans la réponse émotionnelle qu'il suscite. Comment comprendre toutefois la relation qui unit ce mode de justice tragique et la justice entendue comme loi ou rétribution? Idéalement, ces deux formes de la justice devraient être solidaires. On sait que dans les cours, les parties ont appelé fréquemment à la pitié, par exemple en se campant dans le rôle de victime ayant souffert sans l'avoir mérité, et en demandant aux jurés de faire preuve de pitié envers eux en jugeant leur cause. Ces lamentations n'étaient pas vues comme un égarement émotionnel qui détournerait une justice rationnelle de son but, mais comme un moyen légitime de guider le jury vers un juste verdict. De la même manière, la lamentation tragique comporte souvent des appels explicites à la justice et offre un recours contre l'injustice à ceux qui n'ont pas accès direct à la loi, notamment les femmes. Ainsi, la justice des lamentations et la justice des tribunaux n'étaient pas fondamentalement opposées pour les Athéniennes et devaient en théorie se consolider l'une l'autre. Mais rien n'est si simple dans la pièce d'Euripide. Non seulement chacune de ces formes de justice est problématique en elle-même, mais leur relation l'est tout autant. Le verdict légal sur lequel se termine l'Hécube semble offrir une conclusion à la fois éthique et dramatique. Justice a été rendue, nous dit-on, la pièce peut donc se terminer. Et pourtant, ces catharsis ne résout rien. La rétribution violente perpétrée par Hécube échoue à compenser l'injustice pour laquelle elle s'est lamentée dans la première moitié de la pièce. Elle ne manifeste au contraire que son incapacité à convertir la douleur tragique en action politique. En outre, le verdict légal perpétue la politique corrompue qui est à l'origine de cette douleur. Comme nous le verrons, les justices tragiques et légales sont incommensurables et irréconciliables. On ne peut ni réduire l'une à l'autre, ni les combiner pour produire une justice parfaite, et cela en dépit de la promesse d'une telle synthèse sur laquelle s'achève la pièce. En mettant en tension la justice tragique et le verdict légal, la pièce pose une relation aporétique entre le poétique et le politique.
Chacun des deux expose les échecs de l'autre sans y remédier. À première vue, les cubes semblent s'organiser autour d'une histoire simple de crime et de châtiment. Une histoire qui met en intrigue le passage d'une politique violente et corrompue via la vengeance sanglante à une justice fondée sur la légalité du verdict. Cette structure narrative est renforcée par les allusions fréquentes à l'Orestie. La trilogie d'Eschyle met en scène une telle progression vers la justice et y fait concourir tous les moyens théâtraux de la tragédie: mythos, opsis, langage, musique. Avec le vote d'Athéna à la fin des Euménides, on a le sentiment d'une résolution assez unique dans la tragédie grecque, qui relève à la fois du domaine de l'esthétique et de celui de la jurisprudence. La pièce met tout en œuvre pour accomplir un plaidoyer vigoureux en faveur de la justice et l'état de droit. Cela est bien évidemment une lecture plutôt optimiste de l'Orestie. Cependant, même les aspects troublants de la scène du procès peuvent être interprétés dans le sens d'une telle lecture. L'argument embryologique forcé d'Apollon, par exemple, ou les irrégularités qui affectent la procédure juridique, illustrent l'effort dramaturgique qui fait coïncider le jugement légal et la conclusion poétique. Un peu de bricolage est nécessaire pour forcer cette coïncidence. Il semblerait que les cubes obtiennent la même coïncidence avec le verdict légal qui clôt la pièce. Regardez exemplaire 2a. Faisant écho au sermon dicastique d'Athènes, Agamemnon se propose d'écouter les deux parties chacune à son tour et d'apprécier équitablement, crino de Chios, si Polymestor a mérité ou non sa souffrance. Après la barbarie, ce procès signifie le retour à la civilisation, alors que le sauvage Thrace est sommé de parler en chassant tout barbaron de son cœur. De la même façon, quand Agamemnon rend son verdict, ce sont les valeurs universelles, c'est-à-dire grecques, qui sont réaffirmées sous l'étendard de la loi. Exemplaire 2b. Peut-être entre les Thraces se livre-t-on facilement au meurtre de Zénoï, mais pour nous les Grecs, c'est une ignominie. En te déclarant non coupable, comment échapperais-je à la réprobation? Ce serait impossible. Va, tu as pris sur toi une action hideuse, prends sur toi d'emporter les suites odieuses. Le verdict d'Agamemnon fait coïncider Dike et Nomos, entendus à la fois comme loi universelle et comme procédure légale. En ce sens, ce verdict répond à l'appel des cubes au Nomos que nous avons vu dans le premier passage. Il semblerait aussi qu'il réponde à sa crainte que, si les meurtriers de Zénoï restent dans l'impunité, il n'y aurait uden ison dans les affaires humaines. Cette hypothèse est le principe esthétique et jurisprudentiel qui l'intrigue de la vengeance, un principe commun, comme le dit Agamemnon, qu'on subisse le mal quand on a fait le mal et que l'homme de bien réussisse à son gré. Dans ce modèle de justice rétributive, la punition répond au crime pour atteindre un parfait équilibre. La beauté de cette justice de l'œil pour œil est esthétique autant que morale. Cette belle symétrie est illustrée sur scène par le dévoilement de l'écuclema portant Polymestor aveugle et les corps de ses deux enfants assassinés. « J'ai tiré de lui justice, dit Hécube. Ces enfants morts compensent pour la perte des siens et leurs douleurs sont égales. » L'esthétique de la vengeance d'Hécube est légalement mise en œuvre par le verdict d'Agamemnon, équilibré et isométrique,
Regardez exemple 2b. L'audace criminelle de Polymnestor et Tolmas trouve sa réponse dans l'intensité de sa punition, Lethe. Tamekala sont contrebalancés par Tamephila. Dike est obtenu dans une symétrie à la fois équitable et belle. Ainsi, la pièce semble s'achever par une catharsis esthétique et éthique. On a l'impression que l'équilibre est atteint, qu'il y a eu résolution et que justice est faite. Avec le verdict d'Agamemnon, les vents qui avaient gardé les Grecs prisonniers en Thrace se remettent à souffler. Une lucis littérale à la décis dramatique de la pièce. Les nœuds intrigués de l'action tragique sont finalement déliés et la pièce peut s'achever. Avec l'exode d'Hécube, le jugement légal coïncide avec la conclusion dramatique d'une façon qui semble, au moins en apparence, imiter dans sa gloire le finale juridico-théâtral de l'Orestie. Mais les échos de l'Orestie eux-mêmes, dans la scène conclusive, nous rappellent que nous sommes ici dans un monde très différent. Le recours à la Kyklema rappelle la révélation des corps de Clytemnestre et d'Égiste dans les Coëphores, victimes d'une juste vengeance sanctionnée par Athéna. Mais il rappelle aussi la révélation des corps de Cassandre et d'Agamemnon dans l'Agamemnon, dont les meurtres sont présentés comme des injustices patentes. Cette dernière référence est soulignée par les échos de la mort d'Agamemnon, audibles dans les cris de Polymestor, alors qu'il est mutilé hors scène. La vengeance d'Hécube est-elle une juste rétribution ou une nouvelle injustice? Les parallèles avec l'Orestie culminent dans la prédiction de Polymnestor, selon laquelle Agamemnon et Cassandre sont voués à mourir de la main de Clytemnestre. Il l'a su, dit-il, d'un divin Thrace nommé Dionysos. Cette prophétie explicitement tragique perturbe la conclusion qui constitue la vote d'Agamemnon, réouvre la question de la justice et la renvoie précisément à l'Orestie. Si vous voulez une résolution bien nette, le divin Dionysos vous recommande d'assister à l'Orestie. Ce retour à la justice tragique signale le caractère inadéquat de la justice légale et des structures politiques qui la sous-tendent. La politique dans cette pièce est étrangère aux considérations entourant la Dike. Dans cette terre sans polis, l'armée achéenne forme une entité politique décrite dans des termes qui évoquent la démocratie athénienne contemporaine. Mais alimentée par la rhétorique corrompue et démagogique de l'opportunisme, cette structure politique ne veut pas ou ne peut pas débattre de justice. On pourrait s'attendre à ce que le procès à la fin de la pièce soit le lieu d'un changement positif, d'une logique dégradée fondée sur le to symphoron, au principe juridique fondé du to dikaion. Agamemnon exploite certainement une rhétorique de la justice, comme on le voit dans les passages de A et de B, et cette rhétorique de Dike et d'une punition symétrique contribue à l'impression qu'une résolution cathartique est produite. Mais la satisfaction dramatique de cette décision judiciaire dissimule également une injustice, à savoir la complicité d'Agamemnon dans le crime même qu'il est en train de juger. Quand elle a découvert le cadavre de son fils, Hécube a supplié Agamemnon de l'aider à punir son perfide Zénos. Agamemnon a refusé de l'aider à venger la mort de Polydore, mais il a accepté de ne pas l'empêcher de se venger elle-même. Il refuse, d'une part, de prendre position contre ce qu'il identifie lui-même comme une injustice,
parce que, dit-il, il craint la désapprobation de l'armée. To Symphoron l'emporte sur Todicaion, et Hécube appelle cette lâcheté servile par son nom. D'autre part, en fermant les yeux sur l'assassinat d'une alliée des Grecs et en présentant cette connivence comme une faveur, une caresse faite à Hécube, Agamemnon perpétue, sous la bannière de la justice, les calculs politiques corrompus qui ont abouti aussi bien à la mort de Polydore, Polymestor affirmant l'avoir tué comme une calice à ses alliés grecs, qu'à celle de Polyxène, dont le sacrifice était une calice des Grecs au fantôme d'Achille. Ce lâche compromis rend suspectes les expressions d'étonnement d'Agamemnon face à l'aveuglement de Polymestor, et sa promesse de juger impartialement de crimes sonne plutôt faux. Qui plus est, Agamemnon n'avait accordé à Hécube la faveur de son non-intervention que parce que les vents s'étaient calmés et qu'ils étaient coincés là de toute façon. Au moment du procès, les vents se sont élevés de nouveau et les Grecs sont impatients de reprendre la route. Ainsi, nous restons sur l'impression que le verdict est moins un jugement soigneusement pondéré qu'un coup de balai de dernière minute. Et même pris sous cet angle, comme un aboutissement précipité, le procès est un échec. Aux yeux de Polymestor, le verdict est une injustice de plus, et il prédit des représailles avec la métamorphose d'Hécube et l'assassinat de Agamemnon. La prédiction orestéenne du prophète Dionysos qui conclut la pièce marque le décalage entre la conclusion juridique et la conclusion dramatique. L'affaire est close, mais la pièce se poursuit, ou vice-versa. Cette annonce d'une justice tragique à venir met en évidence l'échec de la justice légale sans la corriger. Le même clivage structure toute la pièce, puisqu'Hécube pleure l'un de ses enfants et venge l'autre. Les mauvais calculs entourant la vengeance d'Hécube marquent l'écart entre les deux. L'aveuglement et l'enfanticide ne vengent-ils que l'assassinat de Polydore ou celui de Polyxène également? Hécube parle de vengeance pour ses enfants, teknoisi toisa moisi, mais cela peut être un pluriel poétique et Polyxène n'est pas explicitement nommé. Si nous ne considérons pas l'assassinat des deux enfants de Polymestor comme une vengeance pour Polyxène aussi bien que pour Polydore, on se retrouve avec un déséquilibre dérangeant. D'une part, la vengeance d'Hécube excède le préjudice qu'elle a subi. La mort d'un fils est vengée par celle de deux yeux pour un œil, auquel il faut ajouter à la lettre deux autres yeux pour faire bonne mesure. D'autre part, l'injustice de la mort de Polyxène reste impunie. Il y a à la fois trop et trop peu de justice dans la vengeance d'Hécube, un déséquilibre qui contrevient à l'issothèse de la loi. Il y a donc incommensurabilité entre le crime et le châtiment, et entre les deux injustices infligées à Hécube par le meurtre de ses deux enfants, Polydore et Polyxène. En effet, la mort de Polyxène n'est pas même reconnue comme une injustice au sein du monde politique de la pièce. Elle constitue un juste dédommagement pour l'héroïsme d'Achille, une offrande qui circule à l'intérieur d'une économie homérique de la Timée. Dans le cadre de cette économie héroïque, Polyxène n'est que le prix accordé au meilleur des Achéennes. Cette économie sert également des intérêts politiques. Comme l'explique Ulysse, on doit rendre des honneurs égaux
à la valeur montrée sur le champ de bataille si l'on veut encourager les soldats pour les guerres à venir. Ainsi, pour Ulysse et pour les Grecs, le sacrifice de Polyxène, dans la mesure où il s'agit vraiment d'un problème éthique, est juste dans la logique de la justice distributive qui sous-tend le système héroïco-militaire. Pour sa mère, toutefois, la mort de la jeune fille est une injustice. Peut-être les Grecs veulent-ils tuer leur meurtrier en retour, mais Polyxène, insiste-t-elle, est la mauvaise cible. Elle n'a rien fait pour nuire aux Grecs. S'il veut plaire à Achille, il devrait la tuer elle, puisqu'elle a porté Paris. Ou, s'il est nécessaire qu'une belle captive meure, elle propose Hélène, qui n'est pas seulement la plus belle, mais qui a, en outre, causé de tort à Decoussa, aux Grecs, en les conduisant à Troie. En se servant de la logique juridique de l'édike comme isothèse, rendre le bien pour le bien et le mal pour le mal, Hécube fait de la mort de Polyxène une adikia. Hécube comprend donc bien le principe de la justice juridique, mais elle fait aussi appel à une conception différente de la justice, avec une esthétique différente de celle de la justice légale. Nous avons eu un aperçu de cette conception lors du second appel d'Hécube à Agamemnon dans le passage numéro 1. En se servant consciemment de la puissance émotionnelle de l'art, Hécube invite Agamemnon à contempler le spectacle tragique de sa souffrance. Elle espère ainsi susciter une pitié porteuse de justice pour son enfant mort. Dans ce cas, l'enfant mort est Polydore, mais Hécube en appelle de façon semblable à Ulysse pour Polyxène dans l'exemplier numéro 3. Elle est toute ma joie et l'oubli de mes maux. Pour tant de trésors perdus, c'est elle qui est mon réconfort, ma patrie, ma nourrice, l'appui et le guide de mes pas. Qui peut imposer sa loi ne doit pas l'imposer au-delà de ce qui est dû, ni s'imaginer, parce que le sort le favorise, qu'il sera toujours heureux. Moi aussi, je l'étais naguère, et à présent, je ne le suis plus. Tout ce dont j'étais comblé, un seul jour m'en a dépossédé. J'en appelle à ton cœur, ne reboute pas mon geste de suppliante. Pitié. Encore une fois, Hécube brosse un tableau de ses souffrances, son amour pour sa fille et sa propre péripétie tragique, et elle demande à Ulysse de les considérer avec pitié, oiktyron. Cette pitié correspond à la fois à l'isonomie de droit grec concernant l'homicide, dans la dernière ligne du passage, et à la loi tragique qui veut que le bonheur ne se pose jamais longtemps où que ce soit. Mais ce qui l'emporte dans son réquisitoire, c'est le langage dans lequel Hécube décrit ce que Polyxène représente pour elle. Ces beaux vers, avec leur métaphore pathétique, lui donnent une impulsion éthique. La beauté évoque la pitié appelle la justice. C'est la loi tragique d'Hécube, son nomos bacchique de lamentation, comme elle le dit. Cette loi est promulguée à travers les chants magnifiques qui dominent la première moitié de la pièce et qui tirent parti de toutes les ressources de la poésie tragique. Polyptotone et isométrie, hypotypose, effet métrique, apostrophe, anaphore, asyndète, tout contribue à susciter la pitié pour la mort de Polyxène. Euripide était célèbre pour le pathos de ses chants, mais dans l'Hécube au moins, ce pathos n'est pas gratuit. La beauté poétique
devait une sorte de rhétorique jurisprudentielle qui soutient la cause de la justice. Cette rhétorique se fait entendre le plus fortement lors du sacrifice lui-même. Le sympathique messager Talthybius donne le ton de ce pathos dès le départ. Je cite, « Tu veux donc, femme, que je fonde en larmes une seconde fois? C'est ce que me vaut la pitié que j'ai pour ta fille. Mes yeux vont se mouiller en te faisant ce récit cruel, comme devant le tombeau au moment où elle succombait. » Les larmes de Talthybius suscitent les nôtres. Le spectacle que nous voyons à travers ces larmes est presque insupportable de beauté. La victime elle-même, la partenaire condamnée, est belle. Nous entrevoyons son flanc et ses scènes de déesse et sa gorge déployée. Nous entendons aussi son discours glorieux. Je cite, « Je meurs de mon plein gré. Je vais offrir ma gorge avec vaillance pour que je puisse mourir en âme libre. Chez les morts, faire dire que j'étais une esclave, moi qui suis une reine, quelle honte pour moi. » Polixène embrasse volontairement la mort, et cette volonté est soulignée tout au long de la scène précédant le sacrifice. Elle contribue grandement à son pathos. Je cite, « C'est ton malheur, mère, qui me déchire de sanglots de compassion, mais pour ma vie, je n'ai pas un pleur de regret. En rencontrant la mort, j'ai la meilleure part. » Le caractère clairement élitiste de son sacrifice donne à l'épisode un lustre aristocratique. Comme si souvent et si ironiquement dans la démocratique Athènes, To Kalon et To Agathon sont incarnés dans Ho Kalos Kagathos. Ici, la noblesse est mêlée à l'héroïsme homérique pour produire un spectacle du sacrifice de soi si magnifique que la foule des soldats grecs rugit son approbation et loue ce cœur si vaillant, cette âme héroïque de Polixène. La réaction des spectateurs rend toute la scène consciemment théâtrale, tout comme la comparaison de Polixène, sa poitrine nue prête à recevoir le coup fatal, à une statue, Hos agalmatos Callista, c'est la 4e ligne du passage 4. Comme la comparaison employée par Hécube demandant à Agamemnon de la regarder comme un peintre regarde une statue, cette métaphore éclaire Polixène comme si elle était un spectacle théâtral. Elle concentre notre regard de spectateur sur la jeune fille et exige de notre part une réponse émotionnelle. Le caractère autoréférentiel de l'image est renforcé par l'allusion faite à l'Iphigénie d'Échille, qui est également décrite comme un agalma. Par cette allusion, Euripide non seulement met en évidence la nature artistique de sa scène, mais la rime à la justice. Dans l'Agamemnon, le sacrifice d'Iphigénie suscite un appel à la justice. La dike générée par ce sacrifice va se déployer au cours de la tragédie, alors que Clytemnestre obtiendra brutalement justice pour la mort de sa fille. Par cette allusion à l'Agamemnon, la comparaison avec la Galma dans l'Hécube associe le spectacle de la mort de Polixène à la justice au moyen de la pitié tragique. Mais tandis que dans l'Agamemnon, le spectacle pitoyable de l'assassinat d'Iphigénie, appelé la dike, la réponse est plus ambiguë dans l'Hécube. Le sacrifice de Polixène est hyper esthétisé, surchargé de beauté, des instruments d'or, de la chair tendre, des discours héroïques. Mais cette beauté hypertrophique
risque d'entraver l'appel à la justice. La mort de Polyxène suscite des commentaires résignés sur la douleur infligée par la nécessité divine et des remarques admiratives sur l'incorruptibilité d'une bonne éducation. La scène se clôt sur une gnomée tragique à propos de la vanité du bonheur humain, et c'est tout. Nul appel à la rétribution, juste une résignation sublime qui suggère que la belle mort est sa propre revanche. Des critiques ont fait valoir que la pitié tragique a eu un effet humanisant, qu'elle élargit nos sympathies et donc notre humanité, comme Charles Siegel l'a écrit. Mais cette sympathie est-elle une fin en soi? Et si oui, le plaisir esthétique et émotionnel de la belle pitié, au lieu de mener à la justice, ne l'entrave-t-il pas, en fait? Il semble bien que oui. Ni Ulysse ni Agamemnon ne répondent à la belle lamentation d'Hécube. Le premier refuse de la plaindre, le second ressent de la pitié, mais n'est pas disposé à agir en conséquence. Tout comme le passage à la justice tragique qui constituait la prophétie de Dionysos à la fin de la pièce signalait l'échec de la justice légale, l'indifférence de ces politiciens à la souffrance d'Hécube signale les limites de la justice tragique. La première est peut-être corrompue, mais la seconde est inefficace. Malgré toute son extravagante beauté, la pitié tragique ne peut pas être convertie en action politique ou en compensation judiciaire. Mais qu'en est-il de nous, public? Nous ne sommes certainement pas aussi insensibles qu'Ulysse, ou aussi lâches qu'Agamemnon. Nous pleurons à coup sûr devant la mort de la belle Polyxène et la magnifique douleur d'Hécube. Comme le lui dit le cœur, quel serait ici-bas l'être au cœur assez dur pour pouvoir écouter tes plaintes, tes sanglots, tes longues doléances, sans éclater en pleurs? Mais nos belles larmes ne nous laissent-elles pas moralement passifs? Et le plaisir que nous prenons au sublime pathos de la scène n'entrave-t-il pas tout élan vers la justice? Il est un autre danger à cette dynamique de la pitié. Non seulement une complaisance passive face à notre propre sympathie inclusive, mais une part active dans l'injustice qui est à sa source. Cet engagement pervers est suggéré par le sadisme que de nombreux lecteurs ont identifié dans la scène du sacrifice. Les passages les plus croustillants se trouvent dans l'exemplaire au numéro 4. Alors, la jeune fille, dès qu'elle eut entendu ce mot du chef suprême, saisissant sa tunique, la déchira depuis la hauteur de l'épaule jusqu'à la taille, au creux de nombril, dénudant sa poitrine de marbre et ses seins de déesse si beaux. Et fléchissant le genou sur le sol, elle eut ces mots sublimes de fermeté sereine. « Regarde, jeune prince, si c'est à la poitrine que tu tiens à frapper, frappe donc, la voici. Si c'est sous le menton, fais selon ton désir. Vois mon coup, il est prêt. » Lui, saisi de pitié pour cet enfant, hésite entre ce qu'il voudrait et ce qu'il veut. Enfin, il tranche de sa lame la gorge allaitante. Un flot de sang jaillit. Mais, jusque dans la mort, elle eut un grand souci d'observer la décence en sa chute, cachant ce qu'il fallait cacher au regard masculin. L'exposition indécente du corps de Polyxène, les offres que fait la jeune fille de sa poitrine ou de sa gorge à l'épée de Néoptolème,
le jeu séduisant de révélation et de simulation alors qu'elles se fondent. La scène offre un corps de femme érotisée, un autre plaisir esthétique. Cela participe à sa beauté hyperbolique et donc à sa prétention à la justice. Mais ce plaisir repose sur la souffrance de la jeune fille et culmine dans un jet de sang. Cette esthétique sadique s'accorde mal avec la pitié qui imprègne la scène. Elle provoque l'inconfort de Néoptolème qui, saisi de pitié pour cet enfant, hésite entre ce qu'il voudrait et ce qu'il veut, mais aussi du public qui voit ce spectacle à travers le regard avide de l'armée grecque, les regards masculins. Le désir conflictuel de Néoptolème résume la dynamique perverse de cet épisode spectaculaire qui exige du public qu'il s'investisse simultanément dans la pitié suscitée par la magnifique souffrance et dans la souffrance qui déclenche cette pitié. La pitié, comme je l'ai suggéré, peut alimenter l'appétit de justice en sollicitant un désir de vengeance pour la mort imméritée et déplorable de cette jeune femme. Mais si nous sommes émoustillés par la scène du sacrifice de Polyxène, et il semble clair que nous sommes censés l'être, nous nous faisons alors complices de l'injustice. Comme l'armée grecque, nous tirons du plaisir de meurtre de la jeune fille, et ce plaisir est simplement amplifié par la magnifique pitié qu'appelle l'événement. En attirant l'attention sur cette dynamique émotionnelle complexe, la tragédie soulève l'inquiétante possibilité que le plaisir moral que nous retirons de la justice en tant que spectateur est inséparable d'un plaisir pervers ressenti à la vue de l'injustice. Cette implication dans une souffrance esthétisée est généralisée par les odes chorales de la pièce. Dans ces odes, la souffrance des femmes de Troie, esthétisée dans un style lyrique élevé pour lequel Euripide était célèbre, est présentée comme un spectacle pitoyable et comme une source de plaisir pour le public. Ainsi, elle transforme toute la pièce en sacrifice de Polyxène, belle, pathétique, injuste et profondément jouissive. Le célèbre troisième Stasimon, par exemple, décrit la nuit au cours de laquelle Troie est tombée. Cet exemple est numéro 5. Il nous transporte dans la chambre d'une femme de Troie, quand, après le repas, s'étend sur les paupières la douceur de sommeil. Les chants avaient cessé, et on sacrifiait au rite de la danse. Mon mari y avait mis fin. Dans notre chambre, il reposait. Et moi, je relevais mes boucles, les mettant en plis sous ma résille, les yeux fixés sur l'or luisant d'un miroir rond, avant d'aller m'étendre au lit entre mes draps. Cette scène domestique empreinte d'intimité est interrompue par le cri de guerre des Grecs. La femme se lève de son nid d'amour dans un simple péplum. Le pathos de ses prières s'adresser à Artémis et laisser sans réponse annonce l'avenir dramatique qui l'attend. Son mari mort, elle est conduite au loin, en mer, et regarde sa patrie qui disparaît. L'autre veut provoquer la pitié de l'auditeur, mais aussi son appréciation esthétique, avec ses échos homériques, son imagerie visuelle luxuriante et son érotisme un peu flou. L'autre nous fait voir les événements à travers les yeux de la jeune femme, mais alors même qu'elle nous invite à nous identifier avec sa souffrance,
Elle la transforme en objet esthétique destiné à notre plaisir. Si nous tirons du plaisir, de la terreur et du pathos suscités par l'ode, par son soudain retournement de la sérénité à la violence, par les détails visuels qui donnent à voir le cadre intime et par le lyrisme de sa lamentation, nous sommes émotionnellement engagés dans cette violence, pas moins que les soldats grecs ne le sont à la vue de la gorge tranchée et du son répandu de la belle Polyxène. Le stasimon se conclut par une malédiction jetée sur Hélène, dont le mariage qui n'est pas un mariage est blâmé pour la chute de Troie. Il est suivi immédiatement par la scène entre Polymestor et Hécube qui culmine avec sa vengeance. Les captives troyennes elles-mêmes prennent activement part à l'aveuglement et l'enfanticide. Leur participation transforme ces actes en vengeance pour leur propre souffrance, la magnifique souffrance décrite dans le Stasimon. Et cette scène féminine et intime de vengeance, avec sa juxtaposition de paisible vie domestique et de violence soudaine, fait écho à la scène de la femme troyenne dans sa chambre. Cela ramène une fois de plus la question de la justice au premier plan. Le châtiment de Polymestor compense, dans l'économie dramatique, le meurtre de Polydore et constitue la conclusion formelle de l'intrigue ouverte par la fantôme de Polydore dans le prologue. Il offre aussi une réparation émotionnelle pour le sacrifice de Polyxène, pour le chagrin d'Hécube et, par métonymie de la sympathie, pour la souffrance des femmes de Troie. La pitié suscitée par le sacrifice et les odes oriente le public vers la vengeance et lui donne un sentiment de légitimité, comme si la souffrance de Polymestor équivalait à la leur, ainsi que le veut la symétrie de la Dike. Mais bien entendu, cette impression d'équilibre est fausse, puisque l'aveuglement de Polymestor ne constitue pas une rétribution pour la chute de Troie, pas plus que le meurtre de Polyxène n'en est une pour la mort d'Achille. En rendant Polymestor si ostensiblement coupable du meurtre de Polydore, la tragédie nous offre un bouc émissaire pour notre catharsis, une victime transférentielle pour satisfaire notre pitié désireuse de justice pour Hécube et pour les Troyennes. Au même moment, cependant, la référence à Hélène qui précède la vengeance nous rappelle que Polymestor est la mauvaise victime et soulève la possibilité que notre pitié nous ait fait complices d'une nouvelle injustice, alors que l'aveugle Polymestor pleure ses enfants morts dans une monodie qui fait écho à celle d'Hécube au début de la pièce. Nos belles larmes nous ont-elles rendus aveugles à la laideur de la justice mise en scène par la pièce? Une vieille femme à bout mutile un étranger bestial pour, entre autres choses, un crime qu'il n'a pas commis. Cette laideur morale prend le devant de la scène au moment où la justice tragique et la justice légale sont réunies dans la dernière scène de la pièce. C'est exemplaire numéro 6. Alors qu'Hécube se réjouit du verdict d'Agamemnon, le verdict qui permet d'obtenir un équilibre entre l'algos de Polymestor et le sien, Polymestor lui reproche « Tu prends plaisir à me bafouer ». Elle lui répond « Plaisir, Chairène, de me venger de toi. Il m'est bien dû, non ?» Quand Hécube exprime la joie qu'elle tire de sa vengeance meurtrière et mutilatoire, le sadisme de la justice tragique est mis au jour et trouve une satisfaction légitime précisément dans le verdict légal. Cette caresse sadique implique non seulement Hécube,
qui est déjà devenu aussi bestial que Polymestre et qui sera bientôt transformé en chienne au regard de feu, elle implique également le public, dans la mesure où nous aussi, nous prenons plaisir à l'équilibrage des souffrances de la pièce et au spectacle d'un châtiment que Polymestre qualifie d'hubris. Loi et tragédie convergent dans une catharsis qui relève non d'une juste pitié qui étendrait nos sympathies et amplifierait notre humanité, mais d'une jouissance sauvage de la violence, approuvée par la loi et se travestissant en justice. Avec cette conclusion troublante, la pièce tourne en dérision notre désir pour la belle symétrie et pour la satisfaction émotionnelle procurée par la justice, même si elle comble ostensiblement ce désir. Le verdict légal semble satisfaire aux exigences et de la pitié tragique et de l'équilibre juridique, et ainsi offrir une conclusion satisfaisante à la fois du point de vue esthétique et du point de vue émotionnel. Mais du début à la fin, la pièce a été extraordinairement explicite quant à son propre rôle dans la production des émotions qui précipitent et empêchent la progression vers la justice. À la fin de son discours à Agamemnon, dans un passage reconnu pour son étrangeté, Écupe dit qu'elle aurait voulu avoir une voix dont les bras, les mains, les cheveux et les pieds, grâce aux ressources de Dédale ou de quelque divinité, de sorte qu'elle pourrait supplier Agamemnon avec son corps tout entier. En un sens, la pièce comble son désir. Elle mime l'art de Dédale, faisant de son corps tout entier, ses mains suppliantes, ses cheveux arrachés, ses bras faibles, ses pieds instables, une voix qui demande justice. Mais dans la mesure où nous prenons plaisir au spectacle de son corps souffrant, ce qui est, après tout, l'essence même de la tragédie qui porte son nom, nous, comme public, désirons aussi l'injustice qui transforme son corps en réquisitoire. Cette métaphore artistique nous rappelle, alors même que nous éprouvons du plaisir dans le catharsis d'une vengeance belle et satisfaisante, que l'esthétique a son éthique propre et que le plaisir tragique peut travailler contre ou de concert avec la justice. Peut-être alors n'est-il pas surprenant que la pièce se termine sur un report de la justice. Dans son allusion finale à l'Orestie, le prophète Dionysos défait la conclusion morale et formelle que la pièce a éteinte, contrecarre notre désir de justice et nous enjoint de chercher notre satisfaction théâtrale et éthique dans une autre tragédie. Merci.